Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Donc, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit réact de Hugo Décrypte, grand format d'ailleurs, qui m'a beaucoup été utile en plus dans l'année 2023 quand il y avait beaucoup de grèves. Je regardais ses TikTok, je me levais le matin. D'ailleurs, moi, je suis pas trop TikTok, mais je me levais le matin. Ah, il y a grève. Ah, je vais pas en cours. Ça, c'était carré. La France serait-elle prête pour une guerre? Donc, c'est parti, on commence. La vidéo, elle a l'air d'être grave intéressante. De toute façon, lui, il fait du contenu et ça en est devenu une devise tant qu'Hugo l'a pas dit. Il fait vraiment du très bon contenu. Vraiment, il est excellent dans le domaine, hein. Il a monté ultra rapidement, 1 700 000 abonnés. Waouh! Par exemple, il y a juste 2 ans, il avait moins que ça et c'est énorme, hein, l'ascension fulgurante qu'il a prise. En février 2022, la Russie décide d'envahir l'Ukraine. C'est le début du plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. C'est alors que le reste du continent s'interroge avec des partis politiques aux regards divergents. Faut-il aider l'Ukraine? Si oui, comment? Et nos armées sont-elles prêtes? Par ailleurs, jusqu'où veut aller la Russie? De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis semblent de moins en moins enclins à venir en aide aux pays européens. Alors, une question se pose, la France serait-elle prête pour une guerre? Alors sur un sujet comme celui-ci, il est essentiel d'être factuel, de ne pas être par ailleurs alarmiste pour rien sur la situation ou sur le sujet. Il y a 1000 situations différentes. Est-ce qu'un pays est attaqué? Est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il vient en soutien à un autre pays? Et si oui, contre qui? Alors l'objectif, ce n'est pas de répondre à toutes les hypothèses une par une, ce serait complètement... Nous, on a autant. Et bah dites-vous qu'en Amérique, en anglais, ils disent NATO. Mais si tu fais NATO, tu mets OTAN, ça fait autant. En fait, on a l'inverse. Illusoire. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre à quoi ressemble réellement l'armée française et sa capacité de défense en 2025, mais aussi donc où sont ses forces et où sont ses faiblesses. Et au passage, j'en profite pour le dire directement, selon la quasi-totalité des spécialistes, non. Où sont ses faiblesses? Ah ouais. Bref, je disais, où sont ses faiblesses? Donc là, il va donner aux Ops de la France, les faiblesses de la... Ah ouais, bon, même si je pense que c'est connu, on est dans un monde où rien n'est caché. Vous avez vu, par exemple, pour la Palestine, la bande de Gaza, c'est vraiment à base de... Ils se sont pas cachés le projet Grand Gaza, ils se sont pas cachés, ouais, bon, on va l'anéantir, on va le refaire à notre sauce. Ils se cachent même plus, hein. On est vraiment dans cette ère où rien ne se cache. Tout le monde sait ce que va faire tout le monde, mais rien pour empêcher. C'est comme pour le dire, c'est comme ça, voilà. Tel pays a décidé. La Russie n'a pas prévu d'envahir la France. C'est une peur, certes, qui est agitée par certains, y compris certains politiques, mais les experts aujourd'hui sont assez unanimes, ce n'est pas un scénario réaliste. Il y a éventuellement la question qui fait beaucoup débat en France, d'amener des soldats français en Ukraine. Mais la vidéo aujourd'hui va bien au-delà donc de la question de la Russie. Alors, l'armée française n'a pas toujours ressemblé à cela. Petit récap donc en moins d'1 minute. Sous Napoléon, début 1800, l'armée française est plus performante que jamais. Oh lolo, Napoléon en histoire, j'avais kiffé ça, j'avais vu ça en CM2, j'étais à fond dedans. Napoléon qui enchaîne les batailles, nanana, il était trop chaud. C'est jusqu'à un moment, on lui dit quoi? Va casser ton tête en Russie. Mais la Russie, c'était trop chaud en fait, parce qu'ils sont passés par des temps glacés, du coup, il a eu beaucoup de pertes. Et du coup, son armée s'est trop affaiblie. Mais du coup, les Ops, ils en ont profité. Ah, son armée, elle est devenue faible. Ils l'ont attaqué. Après, ce qu'il a fait, c'est qu'ils l'ont tège en Corse, ou même plus bas, je crois, dans une autre île. Il est remonté jusqu'à toute la France, jusqu'à Paris. Il est redevenu chef. Et vas-y, après, il s'est fait guillotiner, je crois. Mais son histoire, elle était intéressante de ouf et tout, hein. S'il y en a un, il l'a fait et que je pourrais réacter son histoire. Waouh, qu'est-ce que j'avais aimé.
jamais. Sur les 86 batailles qu'il a menées en personne, son armée en remporte 77, soit un taux de réussite d'environ 90%. Avec plus de 650 000 hommes à l'époque dans ses rangs, cette armée française, elle est certes très performante, et pourtant ce n'est pas à ce moment-là qu'elle rassemble le plus de soldats. En 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. La France proclame alors la mobilisation générale. 8 millions d'hommes ont servi l'armée française entre 1914 et 1918. C'est près de 2 Français sur 10. Un peu plus tard, en 1940, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale pour la France. En à peine 6 semaines, l'armée française, pourtant considérée comme la plus puissante armée du monde, est totalement vaincue avant de se relever en 1945 avec l'aide de ses alliés. Et c'est alors la dernière fois que la guerre s'est déroulée sur le territoire français, ou en tout cas plus précisément ici, sur le territoire en métropole. Mais depuis, la stratégie de l'armée française a bien changé. On peut donc arrêter le chrono et se poser cette question-là: à quoi ressemble notre armée aujourd'hui? Attendez, parce qu'il a dit 1 minute. Il en parle à 1 minute 40. Ouais, 2 minutes 40, ouais, à peu près 1 minute. Le nombre de soldats en 2024 est de 200 000 militaires actifs à temps plein et 41 000 réservistes. Les réservistes, c'est donc des civils, mais avec une formation militaire, qui peuvent être appelés certains jours dans l'année en cas de besoin. En comparaison, la plupart de nos voisins européens possèdent moins de 50 000 militaires actifs. C'est donc près de 4 fois moins que la France. La France est d'ailleurs la 2e armée européenne en nombre de soldats. L'Allemagne est en 3e position, tandis que la première place est tenue par la Pologne avec 202 100 militaires actifs, soit un petit peu plus que la France, alors que la population de la Pologne en parallèle est 2 fois plus petite. Alors comment l'expliquer? Eh bien c'est lié à une question géographique et à la situation actuelle, avec notamment la Russie et son allié la Biélorussie, avec qui la Pologne partage une frontière. Et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais les Polonais se sont fortement réarmés ces derniers jours, et cette frontière avec la Russie a été largement renforcée ces derniers mois. Bon, mais une armée, ce n'est pas que des soldats. L'armée française en 2024, c'est aussi 222 chars Leclerc, 196 avions de combat, 6 sous-marins nucléaires La d'attaque, France, elle est forte dans la marine. Ça, j'avais vu ça. 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, capables donc de tirer des missiles nucléaires, un porte-avions nucléaire. La France, au passage, est le seul pays au monde à en posséder un avec les États-Unis. C'est aussi des milliers de drones et j'en passe. Alors là, forcément, il y a une question qui se pose. Est-ce que tout cela est suffisant? Eh bien, selon beaucoup de spécialistes, l'armée française, ce serait une armée bonsaï, en référence donc à cet arbre. L'armée française aurait donc en quelque sorte tout d'un grand arbre. Elle aurait tout ce qu'il faut en termes de technologie ou d'équipement, mais globalement, eh bien, elle a tout ce qu'il faut en petite quantité, en tout cas par rapport aux autres grandes puissances mondiales. Et pour bien le comprendre, il suffit de le comparer avec les États-Unis ou encore la Russie. Selon le journaliste spécialisé Jean-Dominique Merchet, si l'armée française était demain déployée dans un engagement majeur, elle pourrait tenir un front de 80 km. 80 km, c'est ça, c'est à peu près la distance entre Dunkerque et Lille par exemple. Et si on compare d'ailleurs avec le front en Ukraine par exemple, ça donne plutôt ça, près de 1000 km de front aujourd'hui. Après, c'est pas la même chose, hein, parce que nous, on est la France, on va dire, on a un pays taille normale. Toi, t'es parti prendre un grand pays comme les États-Unis, ils sont 300 millions là-bas. La Russie, c'est à peu près 150 millions. Tu vois, nous, on est 60 millions et on se débrouille plutôt bien. Enfin, 66 millions. Mais en réalité, je l'ai dit, selon la plupart des spécialistes, il n'y a quasiment aucun risque que l'armée française fasse face à une invasion aujourd'hui, comme ce qu'a pu subir l'Ukraine. Ce n'est pas un scénario qui est envisagé aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'avais étudié en histoire pourquoi la Russie met une invasion à l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais étudié que l'Ukraine prévoyait de rentrer dans l'OTAN. Mais il faut savoir qu'il y a une guerre froide entre la Russie et l'Amérique, ok. Maintenant, l'OTAN, il est avec l'Amérique, ok. Le pays le plus proche de la Russie, c'est la Turquie. Et la Turquie est avec l'OTAN. Mais maintenant, si l'Ukraine rejoint l'OTAN. Les Américains, ils pourront mieux espionner les Russes. Ils auront juste à déposer leurs marchandises sur le sol ukrainien. Ils seront prêts pour les avions de chasse, ils auront tout à côté et tout pour envahir la Russie. En gros, les États-Unis seront à leur porte si l'Ukraine rejoint l'OTAN. Et donc, ils seront à la frontière russe. Et Poutine, c'est inconcevable pour lui, donc guerre. Voilà, dégager l'Ukraine. Parce que sinon, il va se retrouver avec l'Amérique à ses frontières.
Et là, ça va être très chaud ça va être très chaud, quoi. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que j'ai étudié. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, toi. Aujourd'hui, la France est d'ailleurs ce que l'on peut appeler une île stratégique. Alors pourquoi une île? Eh bien parce qu'elle est entourée d'alliés à ses frontières et donc elle ne risque pas aujourd'hui une invasion terrestre directe. Sans danger à ses frontières et avec l'effondrement notamment de l'URSS en 1991 qui était sa seule menace majeure dans un contexte de guerre froide, la France a donc revu ses équipements à la baisse pour faire des économies. En comparaison ici, regardez le nombre de soldats en 1991, 2001 et 2024. Et même chose pour le matériel dans l'armée française, regardez 1991, 2001 et 2024. Alors comment l'expliquer? On l'a dit, il n'y a plus de menace directe à sa frontière depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas la seule raison. Si certains estiment qu'il y a effectivement une baisse de moyens qui peut être dangereuse, d'autres estiment que cela illustre une évolution des conflits et l'enjeu avant tout de se moderniser pour faire mieux. Et en matière de modernisation, depuis le début des années 2000, il y en a un qui a pas mal bouleversé les choses, c'est lui. Le Rafale présente plusieurs avantages. Le premier, il est capable de décoller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en seulement quelques minutes. Deuxième avantage, il peut effectuer plusieurs missions en même temps. Par exemple, le combat et la prise d'informations, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Troisième avantage, il peut emporter plus d'armement et de carburant. Et surtout, quatrième avantage que l'on peut tout de même noter, cet avion, il est français. Il est produit par le groupe Dassault Aviation, dont au passage, les actions en bourse ont bondi de plus de 40% cette année. Mais c'est pas le sujet du jour. Ça pourra faire, si jamais ça vous intéresse, le sujet d'une autre vidéo sur la question de l'économie et de l'industrie de l'armement et de toutes les questions que ça pose. Ah, ça faut vraiment aimer ça. Intéressant pour l'armée française d'avoir un avion français, eh bien c'est un enjeu d'indépendance, notamment vis-à-vis des États-Unis. En effet, les Américains fournissent énormément d'avions de chasse pour les autres pays, notamment une dizaine de pays européens aujourd'hui. Sauf que les États-Unis peuvent décider à tout moment de couper les mises à jour de ces avions. Et si vous ne mettez pas à jour votre avion, eh bien c'est un petit peu comme le téléphone de vos grands-parents, il est alors inutilisable. Et dans la situation actuelle où il y a des tensions importantes entre les États-Unis et de nombreux pays européens, ce n'est donc pas forcément la meilleure chose d'avoir des avions américains. Bon, mais au-delà du Rafale, il y a un autre outil qui est désormais très utile en temps de guerre et que la France tente de développer, ce sont les drones. L'avantage d'un drone, c'est que ça coûte moins cher et ça permet de surveiller sans pilote à son bord des zones 24 heures sur 24. Mais il permet aussi, selon les modèles, de combattre. Il y a seulement 3 pays qui possédaient des drones armés en 2010. On en compte désormais plus de 40 en 2024 et c'est le cas aussi donc de la France. Le drone de guerre de l'armée française, c'est le MQ-9 Reaper. C'est l'un des plus performants au monde aujourd'hui. La France en a acheté 12, mais le problème, vous le voyez peut-être venir, c'est que ces drones, ils sont américains. Or, comme pour les avions de chasse américains, ils pourraient eux aussi à terme devenir inutilisables si les États-Unis le décidaient. Toujours en matière de drones, la France est également très en retard en matière de drones. Oh, comment c'est frustrant. Si l'Amérique veut que ça change, bah ça change. Waouh, c'est frustrant, frère. FPV. Alors ces drones FPV ou ces drones kamikazes, ce sont des drones plus petits, moins chers, qui sont envoyés souvent en nombre et qui sont envoyés à basse altitude et accompagnés d'explosifs. Ils sont utilisés massivement par l'Ukraine ces derniers mois. Ils révolutionnent pas mal le champ de bataille. Pour résumer donc, autant sur la question des avions de chasse, eh bien la France s'en sort bien, autant sur la question des drones, eh bien le pays a pris un retard très important et il semblerait que le gouvernement en est un petit peu conscient. En témoigne cette citation du ministre des Armées. Je suis hanté par notre échec collectif sur les drones qui date d'il y a 10 ou 15 ans. En 2030, la France doit être à la pointe sur les différentes gammes de drones. À noter enfin que les drones, comme d'autres armes, mais ils suscitent des réactions et des débats très importants, notamment d'un point de vue éthique. Alors ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et des débats. Ça, vous savez pourquoi il y a le floutage? Ça a été rajouté dans le montage de YouTube, je pense. Il s'est mangé sa vidéo limite à 18 ans. Et du coup, il est venu flouter cette partie-là pour enlever la limite de 18 ans, je pense.
très important, notamment d'un point de vue éthique. Alors ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais on a prévu d'en reparler à l'avenir. D'ailleurs, signe que la France tente depuis de combler ce retard, la prochaine version du Rafale, qui est prévue pour 2033, aura comme accessoire un drone de combat furtif. Autrement dit, un drone de combat censé maintenir une forme de discrétion. Bon, et avant qu'on passe à un autre point important, avec notamment la question des alliances, c'est tout de même intéressant de noter quelque chose, la question de la vente d'armes à l'étranger. En effet, les avions Rafale, mais aussi les canons César ou encore les Charles Leclerc sont souvent vendus à l'étranger. En 2024, la vente d'armes a rapporté à l'industrie française plus de 18 milliards d'euros. La France est en fait le deuxième pays qui vend le plus d'armes au monde, derrière les États-Unis et au coude à coude avec la Russie. Alors attention, Ouais, là c'est comment la France, on est bien positionné quand même, hein. On est bien positionné, mais... Vas-y, vous allez dire, ça n'a rien à voir, mais je le dis, en France, il n'y a pas de travail, frère. C'est une dinguerie. toujours important de nuancer et souvent certains titres à la une de médias ou autres peuvent induire vraiment en erreur. Même si l'État possède effectivement des parts dans certaines de ces entreprises, il faut bien comprendre que ce sont ici des entreprises françaises et non l'État français directement qui vend ces armes, même si évidemment ça produit des emplois etc. en France et ça a un impact dans le pays. Quand on voit certains titres qui disent la France a vendu par exemple des Rafales à l'Inde, il faut surtout comprendre que l'entreprise française Dassault, qui en l'occurrence n'est pas détenue par l'État français, a vendu des Rafales à l'Inde. Cela dit, on ne peut pas dire que l'État n'est pas présent dans ces transactions, déjà parce que c'est souvent des entreprises qui accompagnent les gouvernements partout dans le monde, ensuite parce que le ministère des Armées consacre 1 milliard d'euros par an à l'innovation de défense, et enfin parce que l'État français a une forme de droit de veto et peut décider d'autoriser ou non des ventes d'armes à des pays étrangers. Alors ces ventes d'armes, elles rapportent beaucoup d'argent, vous l'avez compris, mais c'est aussi un outil de négociation diplomatique pour le gouvernement. L'objectif affiché souvent, c'est de se dire qu'en vendant des armes, on va développer des relations et des liens économiques. Émirats Arabes Unis, Qatar, Égypte, ok. Béris. Ah ouais, bah c'est marqué là, ouais, Paris. C'est où? Et militaires avec d'autres Et ça, pays. du coup, c'est président Indonésie. C'est l'Indonésie, ça. Il y en a qui pourraient confondre avec Lewandowski. Lewandowski, c'est la Pologne. Mais non, ça c'est l'Indonésie. Et quand vous voyez le rouge en dessous, c'est la Pologne. Et là-dessus, deux nuances très importantes à noter. Déjà, premièrement, ce n'est pas parce qu'on vend des armes que forcément on crée des alliances. Le meilleur exemple, on l'a très sûrement dans l'actualité en ce moment. Les États-Unis ont vendu pendant des années des armes aux Européens. Ça ne veut pas dire que les États-Unis vont défendre les Européens indéfiniment. Et puis par ailleurs, l'autre chose qu'il faut noter, c'est que parmi les clients de ces ventes d'armes, on retrouve des pays comme l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis. Or, selon une enquête menée par Arte et Disclose en 2019, des avions, des hélicoptères, des chars et des canons français vendus par la France à ces deux pays ont servi dans la guerre au Yémen et ont pu être utilisés pour viser des zones civiles, le tout alors que la France était au courant. De son côté, le gouvernement français a souvent nié ou minimisé ces accusations en expliquant que les armes vendues sont destinées à un usage défensif ou alors en estimant, malgré ces révélations, que leur utilisation contre des civils n'est pas prouvée. Alors, on a vu ici certaines forces et certaines faiblesses de l'armée française, mais il nous manque tout de même un élément de taille, la question des alliances. Mais avant ça, la question évidemment de l'arme nucléaire. Cette vidéo a été tournée en 1960 et c'est le premier essai nucléaire français dans le Sahara algérien. S'en suivront beaucoup d'autres en Algérie puis en Polynésie française jusqu'en 1996 lorsque la France décide d'y mettre fin. Ces différents essais nucléaires ont rendu gravement malades de nombreuses populations et des victimes n'ont toujours pas été indemnisées aujourd'hui. Quand même, hein, l'être humain, il est là, il est parti de rien dans la nature, à chasser, à se retrouver avec une bombe nucléaire entre les mains. Wesh. Wow, l'évolution quand même. Et dans ce contexte que la France est devenue le 4e pays de l'histoire à obtenir la bombe nucléaire. Aujourd'hui, officiellement, il y a 8 nations qui la possèdent, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine. La Chine, l'Arabie Saoudite, je crois qu'elle l'a aussi. L'Inde, c'est l'Inde ou le Pakistan? Ouais, l'Inde, je dirais l'Inde, Arabie Saoudite. Quel pays tu donnerais vas-y, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Vas-y, Inde. Arabie Saoudite, tu dirais quel autre pays?
Un pays. Vas-y, l'Allemagne. Vas-y, Allemagne, Arabie Saoudite, Inde. Chine, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. À cela, on peut rajouter Israël qui C'est. Attends, vas-y, bref, on reste pas sur. serait doté de l'arme sans l'avoir reconnu pour autant officiellement. Et on peut noter aussi la question de l'Iran. L'Iran qui pourrait l'avoir prochainement, on en a beaucoup parlé dans notre format des actus du jour. Avec cette arme nucléaire, la France est donc potentiellement capable de toucher le monde entier. C'est ce que l'on appelle la dissuasion nucléaire, une stratégie défensive qui repose sur la menace d'utiliser l'arme nucléaire. L'objectif, ce n'est donc pas de l'utiliser, mais de dissuader un adversaire potentiel de nous attaquer. Mais là aussi, au fil des années, on observe une baisse. La France est passée de 540 têtes nucléaires en 1991 à 290 en 2024. Et d'ailleurs, même si ça a ralenti ces dernières années, on peut tout de même noter que c'est une baisse qui s'observe à l'échelle mondiale. On est passé de plus de 70 000 ogives nucléaires en 1986 à près de 12 000 en 2024. Alors comment l'expliquer? Il y a évidemment un contexte différent. Il y avait le contexte de la guerre froide qui était forcément important, notamment pour les États-Unis et pour la Russie. Et en fait, aujourd'hui, la France estime que ce n'est pas forcément nécessaire d'en avoir plus. Elle adopte plutôt une doctrine qui est nommée la doctrine de la stricte suffisance. Autrement dit, maintenir une capacité de Ah oui, dissuasion. c'est pour ça, avant, tout le monde avait peur. Avant, tout le monde avait peur parce que tout le monde avait. Me chauffe pas trop, ça va partir en nucléaire. Me chauffe pas trop. T'as capté ou pas? Là, aujourd'hui, les pays, ils ont un peu moins peur. Parce que tout se fait par l'ONU, on va dire, ouais, l'ONU a essayé de calmer ça, a essayé de parler là et là. Mais avant, c'était vraiment à base de quoi? Tu me chauffes, ça part en nucléaire. Dissuasion qui est crédible, mais sans rentrer dans une logique de celui qui aura le plus d'ogives nucléaires. Et en l'occurrence, même si la France a donc Ouais, beaucoup pour ceux qui savent pas aussi sur Black Ops, c'est quoi une nucléaire? C'est quand tu fais 30 kills, tu fais 30 fois la personne, ou des personnes, sans toi être mort une seule fois. Et en fait, après ça, sur Nectorn, sur Nectorn, c'est une carte sur Call of. Si tu as tué 30 fois une personne sans mourir une seule fois, et bah tu peux activer la nucléaire et ça fait comme la bombe qu'on a vue. Et t'as gagné. beaucoup moins de têtes nucléaires que la Russie ou encore les États-Unis, elle dispose tout de même d'une capacité importante, une capacité, disons les choses, capable Voilà, ça fait littéralement ça sur Nectorn. de faire des millions de morts, même si, vous l'aurez compris, ce n'est pas l'objectif ici de l'arme nucléaire. C'est donc un point essentiel à avoir en tête, c'est d'ailleurs l'un des éléments souvent mis en avant pour faire comprendre que non, il n'y a pas un risque d'invasion du territoire français aujourd'hui, en raison donc de cette dissuasion nucléaire. Mais en réalité, ce n'est pas la seule raison, l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est la question des alliances. La France, c'est ça, sauf qu'elle fait aussi partie de ça, ou encore même de ça. À date, l'OTAN, c'est 32 pays membres et c'est donc une alliance politico-militaire entre essentiellement des pays nord-américains et européens. L'organisation ne possède pas sa propre armée, sauf que les pays sont censés se soutenir officiellement entre eux. Ils sont d'ailleurs historiquement censés être d'accord sur un point. Parmi ces accords, l'article 5 du traité de l'OTAN, c'est forcément le plus emblématique. Il prévoit que si un pays de l'OTAN est attaqué, eh bien cette attaque doit être considérée comme une attaque dirigée contre tous. C'est en quelque sorte le principe du tous pour un. Si on revient donc à notre question initiale sur la question du matériel militaire ou encore des soldats, eh bien au lieu de compter uniquement notre matériel et notre armée, on pourrait aussi potentiellement compter celui de nos alliés qui sont censés en théorie nous défendre. Sauf que, vous l'aurez compris, tout cela c'est de la théorie et rien que de la théorie. Rien n'oblige en réalité les pays de l'OTAN à venir en aide à qui que ce soit. Et s'il y en a un qui menace ouvertement de ne pas participer, c'est Donald Trump. Everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. Depuis des dizaines d'années, et encore plus depuis qu'il est au pouvoir, Trump critique régulièrement l'OTAN, et aujourd'hui, il va même jusqu'à menacer de ne plus défendre les pays de l'Union européenne. Alors comment l'expliquer? Eh bien en fait, Trump estime que les États-Unis se font avoir dans cette histoire. En effet, l'OTAN, c'est des règles, notamment donc ces règles de défense mutuelle avec l'article 5, mais c'est aussi des règles en matière d'investissement militaire. En gros, les États sont censés dédier 2% de leur PIB aux dépenses militaires. Le problème, c'est que depuis des années, et ça c'est un fait, de nombreux États européens ne respectent pas cette règle. Tout Oh cela là là, si l'OTAN se dissout, là, ça peut attirer
Ça peut attirer les mauvais pays qui peuvent en profiter de ça. L'ennemi de mon ennemi et mon ami peuvent profiter de cette faille pour conquérir un pays d'Europe. Je sais pas, l'Allemagne, Belgique, Suisse ou Luxembourg. Bam. Et sans que les autres pays viennent. Et ça veut dire, il peut faire une... hop, il prend le contrôle de ce pays-là et après ça nous fait comme une Allemagne, là, comme ils ont fait là, les Reich et tout. Là. Cela pousse donc Donald Trump à reconsidérer les engagements américains. Le problème, c'est que perdre un allié comme les États-Unis, première puissance militaire au monde et qui représente 70% du budget de l'OTAN, eh bien ça peut pas mal inquiéter. C'est là donc où ces derniers jours, beaucoup de regards se tournent vers l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays, parfois des pays qui s'arment beaucoup. On a parlé par exemple de la Pologne. Mais c'est aussi donc beaucoup d'États ces dernières années qui ont réduit leurs dépenses militaires, notamment car ils estimaient être protégés par les États-Unis dans le cadre justement de l'OTAN. Le fait de compter autant sur les États-Unis, c'est d'ailleurs quelque chose qui avait fait vivement débat aux dernières élections présidentielles et globalement à chaque élection nationale, avec beaucoup de partis politiques qui appelaient à être davantage indépendants des États-Unis. Alors face à tout cela, l'Union européenne a tenté de réagir. Un total de près de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe a été annoncé en mars 2025. Mais attention, sans rentrer dans les détails, il s'agit ici en grande partie de prêts, des prêts donc qui devront être remboursés. L'objectif affiché, dissuader la Russie d'attaquer à terme un pays membre de l'Union européenne. Ah bah oui, c'est ça. Si la Russie, là, elle apprend que l'Amérique, elle les protège plus, là, il n'y a plus le grand ref pour protéger, pour venir dire non. D'ailleurs, le pays qui est pas là, non, j'allais dire une dinguerie. J'allais dire c'est la Biélorussie, carrément. Non, je suis un ouf. Elle est par là, je crois. Bref, si la Russie, elle apprend que l'Amérique, elle est plus avec eux, là, l'Amérique ne protège plus ce pays-là, ou bien lui, ou bien la Belgique, ou bien l'Allemagne, ou bien l'Hollande, ou bien même l'Italie qu'on voit là, mais elle peut venir l'attaquer. Elle peut venir. Et puis, la Russie peut ramener ses alliés, ça combat, il n'y a plus l'Amérique derrière eux. Il n'y a plus la première puissance mondiale, le vrai danger. Par exemple, la Pologne ou encore l'Estonie. Mais alors là aussi, il faut nuancer. Vladimir Poutine n'a pas clairement formulé une telle volonté sur la Pologne ou sur l'Estonie. Et sa réelle capacité à pouvoir le faire est aujourd'hui discutée, en raison notamment des difficultés actuelles en Ukraine. En tout cas, selon les services de renseignement danois, une telle attaque pourrait avoir lieu dès 2030 si l'OTAN se retrouve affaiblie. Début 2024, la France a annoncé atteindre le palier des 2% du PIB consacré à la défense. Et cette augmentation des dépenses militaires devrait se poursuivre dans les prochaines années. Et pour cela, il a fallu passer par une loi de programmation militaire, autrement dit une LPM, c'est souvent le nom qui lui est donné. C'est quelque chose qui est voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, et elle n'est pas votée chaque année puisqu'elle est votée tous les 4, 5 ou 6 ans. Or, regardez, l'évolution au fil des années est assez spectaculaire. La loi pour 2014 à 2019 prévoyait une enveloppe de 190 milliards d'euros, celle de 2019 à 2025 prévoyait une enveloppe de 295 milliards d'euros et celle de 2024 à 2030 prévoit désormais une enveloppe de 413 milliards d'euros. Alors, à chaque augmentation de budget se pose la question de la priorisation de cette augmentation. Ah donc ça veut dire que la France, là, pour améliorer l'Europe, la France met plus de la moitié, là, les 800 milliards. Parce que pour reconstruire l'Europe, là, pour renforcer l'Europe, pour pas se faire envahir et être indépendant de l'Amérique, il faut 800 milliards. La France met les 400 milliards. Ou ça, j'ai pas compris. Mais c'est dans le délire. Par rapport à d'autres enjeux, en matière par exemple de santé, d'éducation ou encore de lutte contre le changement climatique. Ce sont des sujets de débat évidemment importants qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans les actus du jour et dont on reparlera à l'avenir. Et ça, c'est du côté du budget de l'État, mais du côté des entreprises, même chose, on change de rythme. Par exemple, Dassault envisage de passer de la production de 1 Rafale par mois à un objectif désormais affiché de 5 Rafales par mois. Des Rafales qui seront potentiellement destinés à l'armée française, mais aussi à d'autres pays du monde qui seraient intéressés. Autre chiffre marquant, d'ici 2030, la France devrait passer de 41 000 à 80 000 réservistes opérationnels et augmenter le nombre de personnels qui travaillent au sein du ministère des Armées. Cependant,
Cependant, c'est tout de même important de le noter, l'armée française peine à recruter ces dernières années, malgré donc cette volonté d'augmenter les effectifs. Les raisons, un manque d'attractivité du secteur, ou encore des conditions de vie et des conditions de travail souvent perçues comme difficiles. Bon, et au passage, sur cette volonté des Français de rejoindre ou non l'armée, on a fait le choix de ne pas mentionner tous les sondages qui peuvent sortir récemment sur combien de Français seraient prêts à combattre si la France était attaquée, car comme on l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas une option ou quelque chose qui est jugé crédible par les experts. En fait, la seule chose aujourd'hui qui est éventuellement discutée à l'échelle politique en tout cas, c'est la question de l'envoi potentiel de troupes occidentales et notamment de troupes françaises en Ukraine. Alors pas directement sur le front. Après, mais Macron, il avait répondu dans une diffusion en direct de TikTok. Il a dit oui. Est-ce que si la France demain est en guerre, est-ce que on va devoir envoyer des civils, enfin une question comme ça à peu près. Il a dit ben non, la France a son armée, t'inquiète pas, elle a ses réservistes, voilà, t'inquiète pas. Il y en a, ils ont fait de la désinformation aussi là-dessus. Et puis aussi, c'est pas un pays envisageable à être en guerre. En tout cas, nous, en France, sur le territoire français. Après, si t'envoies des Français en Ukraine, ça c'est autre chose. Mais à l'arrière, en soutien en cas de cessez-le-feu pour dissuader la Russie d'attaquer à nouveau. Mais ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat et ça reste donc aujourd'hui un débat politique. Bon, mais vous n'êtes pas sans savoir que la nature de la guerre aujourd'hui a changé, ce n'est pas qu'une question de présence de militaires sur le front. Une autre menace peut exister aujourd'hui, il s'agit de la cyberguerre ou des cyberattaques venant d'autres puissances. Pour vous donner un exemple très concret, le 24 février 2022, la Russie commence à envahir à grande échelle l'Ukraine. De l'infanterie, des chars et des avions sont alors déployés. Et pourtant, la veille de cette invasion à grande échelle, la guerre avait déjà commencé. La Russie avait notamment paralysé des satellites pour préparer cette invasion, en affaiblissant donc leur communication et leur surveillance. Et des milliers d'utilisateurs, y compris une partie de l'armée, avaient alors été privés d'Internet en Ukraine. L'objectif d'une cyberattaque, ce n'est pas forcément de détruire physiquement en quelque sorte un pays, mais à minima de le détruire fonctionnellement en bloquant par exemple des sites essentiels ou alors en récupérant des données stratégiques. Alors sur ce plan-là, la France a réuni en 2017 une unité qui regroupe l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées françaises. Cette unité s'appelle le ComCyber. Leur logo, c'est celui-ci et ça nous donne un aperçu de leur mission. Le bouclier pour se défendre, l'épée dans l'ombre pour attaquer et au centre un globe pour nous montrer le champ d'action international de ces opérations. Alors sur les attaques qui auraient été menées... Ok, ça je connaissais pas sous le nom de ComCyber, mais je savais que la France était en défense dans ça. Et je crois qu'il y avait 5 moyens de faire un terroriste. Il y a le cyber-terroriste, enfin il y avait 5 moyens comme ça, je sais plus exactement c'est lesquels. Il y a moyen par cyber, il y a moyen par internet, il y a moyen par... Ah, je sais plus, mais je sais qu'il y a 5 manières, je sais plus lesquelles. Mais par la France, on a aujourd'hui très peu d'informations. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la France a déjà subi beaucoup de cyberattaques, entraînant notamment la fuite de données personnelles de millions de Français. Et certaines de ces attaques ont été attribuées par la France à des puissances étrangères. Alors en cette période de tension géopolitique, ça nous semblait intéressant avec l'équipe de comprendre à quoi ressemble aujourd'hui factuellement l'armée française et au-delà de toutes les spéculations sur les menaces potentielles que l'on peut entendre de la part de politiques ces derniers jours. Si cette vidéo vous a plu, d'autres vidéos sur la chaîne pourraient vous... Non, franchement, très grand travail de Hugo Décrypte, moi j'aime bien... Franchement, je lâche le pouce bleu. Non, franchement, c'est très bon youtubeur. Hugo Décrypte, franchement, très bien. Très bon contenu. Même, je suis pas trop le délire dans ses interviews. Ou même interviews. Mais lui, ses interviews, c'est bien. Mais je pense qu'il a surtout percé avec ses vidéos info. Non, franchement, c'est très beau. L'actualité, très bon contenu. Chaque semaine, le contenu qu'il fait est incroyable. En plus, vous avez vu, là, à chaque fois, il nous donnait les données de 1990 à là, 2024, à là, 2025 jusqu'en 2034, les données de la France. Combien ça, les sondages, c'est un vrai travail qu'il fait, c'est un vrai montage. Après, c'est devenu une équipe, hein, je pense, maintenant, mais le travail qu'il fait aussi en tant que journaliste. Non, franchement, c'est très fort, Hugo Décrypte, hein, franchement, waouh.
Très très gros travail. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Lâche le pouce bleu, abonne-toi, en route vers l'1 million. Et oublie pas, donne-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que t'en as pensé sur cette vidéo? La France serait-elle prête pour aller en guerre? Dis-moi aussi, j'ai posé la question. Ukraine-Russie, pourquoi ce conflit? Bon, voilà.